Donc, si vous êtes à une place qui vous correspond pas, faites tout pour en sortir, quoi, parce que la vie est trop courte et tout le monde a le droit d'expérimenter, voilà, une vie en alignement, quoi. Ouais. Une vie en étant en alignement avec soi et c'est hyper important. Donc soyez audacieux, soyez courageux. C'est pas facile au quotidien, mais tout le monde peut le faire. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez le parcours de femmes entrepreneurs talentueuses et audacieuses, les challenges qu'elles ont pu rencontrer et leur définition du succès. Si vous êtes prête à découvrir leurs secrets pour atteindre le succès, leurs stratégies pour allier carrière professionnelle et vie personnelle, mettez-vous à l'aise. Et écoutez Succès Made in Femme, je suis Claudia Ravo et nous allons commencer. Nous adorons déguster, savourer de bonnes pâtisseries. Et si en plus ces pâtisseries correspondent à une consommation responsable, nous gagnons sur tous les plans. C'est exactement la mission que s'est fixée Laurence Onibeni, la fondatrice de VG Délices, la première pâtisserie végétale de Guadeloupe. Diplômée d'un master en relations internationales de Sciences Po Bordeaux, Laurence a débuté sa carrière professionnelle à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en tant qu'auditrice asile et d'intégration à Pointe-à-Pitre. Autant dire que rien ne laissait croire qu'à peine 1 an et demi après, à seulement 26 ans, elle allait tout quitter pour ouvrir sa propre pâtisserie. Mais sa passion pour l'art culinaire ne l'a jamais vraiment quittée. Associée à sa détermination à créer un impact positif en Guadeloupe et à son engagement pour l'alimentation végane, ils ont été les moteurs de cette envie insatiable de changement et lui ont permis la création en décembre 2019 de VG Délices, la première pâtisserie végétale de Guadeloupe. Dans cet épisode, vous découvrirez comment l'impact de la crise sanitaire sur son organisation d'entreprise a été plus que positif. Le processus de création d'une pâtisserie végane, comment elle a su puiser en elle les ressources pour retrouver confiance en elle et sa vision du succès. Bonjour Laurence, alors je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur Succès Made in Femme, le podcast, avec une nouvelle interface. Déjà, comment vas-tu Laurence? Écoute, ça va très bien. Plein de projets en cours. Je viens d'annoncer l'emplacement de la future deuxième boutique VG Délices. Donc, comment? Au moule, oui, exactement. Donc effectivement, pas mal d'excitation autour de ce projet. Il y a aussi plein de choses à gérer avec la boutique de Jarry. En même temps, la grossesse qui continue. Donc, mais voilà, merci. Mais tout va bien, je me sens bien, je suis quand même reposée. J'ai un rythme de travail correct, je ne me surmène pas. J'ai pu prendre les distances par rapport aussi à la production, déléguer un maximum et ça me permet voilà d'avoir des journées quand même supportables. Voilà. D'accord. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Laurence Onibeni, Exact. la fondatrice, la créatrice de VG Délices, la première pâtisserie végane en Guadeloupe. Exactement. Alors, dis-moi, justement, tu as parlé un petit peu de ton actualité, de comment ça se passait. Quel a été l'impact
du confinement, du déconfinement et des dernières mesures, puisqu'en fait, dans quelle mesure, en fait, les dernières restrictions s'appliquent. Est-ce qu'elles s'appliquent, est-ce qu'elles ne s'appliquent pas à ton business? Alors, en ce qui concerne les toutes dernières mesures, heureusement, en tant que pâtisserie, je suis épargnée puisque ça concerne uniquement les bars et restaurants. Donc bon, c'est vrai que je suis soulagée à ce niveau-là. Après, après forcément, j'ai quand même des inquiétudes sur qu'est-ce que ça va devenir pour les prochaines semaines. On parle peut-être de reconfinement, donc une possible fermeture forcée, voilà, doit être préparée. On ne sait jamais. D'accord, ok. Est-ce que le fait d'être en confinement, il y a eu de nouvelles opportunités pour toi, puisque tu ouvres quand même, tu poursuis ta lignée en ouvrant une deuxième pâtisserie au moule. Est-ce que ça a créé de nouvelles opportunités? Est-ce que tu as repensé ton business? Quels ont été le mode créatif par rapport à justement à cet impact négatif qu'il y a eu? Eh bien, c'est vrai que le confinement a été positif dans pas mal d'aspects, puisque non seulement j'avais besoin vraiment de me reposer parce que je sortais ouais, ça faisait 3 mois que j'avais ouvert à Jarry, que je faisais des journées de fou. Enfin, je commençais à 6 heures. Des fois, je quittais le labo, il était 21 heures passées. Enfin, c'était, c'était très, 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 très intense. C'est des horaires. Ouais. Donc, j'étais quand même pas loin du burn-out. Et quand ils ont annoncé la fermeture, je dois avouer que j'étais heureuse. C'est partie de ceux qui font génial. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit à l'équipe, mais ça va nous faire du bien, là, on a besoin de vacances. Donc profitons-en. Après, je leur ai dit, bon, mais on se revoit dans 2 semaines, en mode, bon, ça va passer vite, quoi. Ouais. Donc, je réalisais pas encore l'impact que ça aurait eu. Donc, c'est après, l'angoisse est venue une fois que ça a commencé à s'éterniser. Ouais, voilà. Mais quand même, c'est quand même venu au bon moment pour moi. Donc, pour ma santé mentale et physique, mais aussi d'un point de vue business, ça m'a permis de enfin me retirer de la folie du quotidien, en fait, me retirer des impératifs au jour le jour pour analyser les choses. Voilà, avec du recul. Voilà, parce que je venais d'ouvrir, ça faisait 3 mois, donc j'étais vraiment à chaque fois dans l'urgence de m'assurer qu'il y ait de quoi satisfaire les clients au jour le jour. Parce que j'ai eu ma plus grosse problématique à l'ouverture, c'était qu'il y ait assez de produits pour tenir toute la journée, en fait. Donc l'urgence, c'était de produire, et d'où les journées à rallonge, etc. Et ce qui fait que j'avais très peu de temps pour me poser et analyser concrètement la situation d'un point de vue financier, la situation, comment dire, oui, enfin, d'un point de vue commercial, marketing, est-ce que je prenais la bonne direction? Est-ce que j'ai... En même temps, ça impacte comment tu manages ton équipe. Oui, c'est clair que voilà, je me rendais pas compte en fait de si ce que je faisais était vraiment conforme à ce qui devrait être fait, quoi. Tu vois, par rapport à ce que j'avais établi sur mon prévisionnel, je savais pas du tout. Enfin, je savais que les chiffres étaient bons, que
mon chiffre d'affaires était supérieur à celui de mon provisionnel, mais je ne savais pas où j'en étais au niveau des charges, les coûts de revient des recettes. J'avais pas encore pu calculer tout ça. Et c'est que pendant le confinement que je me suis vraiment posée et je me suis dit, ok, là, il faut que je m'assure que je vais dans la bonne direction. Donc ça, c'est vrai que sans le confinement, je crois que j'aurais eu du mal à vraiment avoir une... Tu aurais encore la tête dans le guidon. Ouais, voilà, c'est ça, j'aurais la tête dans le guidon. En fait, il y a une image que mon compagnon a utilisée que j'aime beaucoup. Tu sais, tu es en train de créer... c'est comme les artistes qui peignent sur les immeubles, sur les façades d'immeubles. Toi, tu es en train de peindre du haut de ton échelle et tu vois pas le résultat. Tu vois pas le résultat parce que tu es trop dans les détails. Voilà, il m'a dit tu es trop dans les détails. Il faut que tu recules pour voir si le résultat d'ensemble est correct, quoi. Donc là, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce qu'il m'a dit. Et donc, j'ai profité du confinement pour prendre les bonnes, mener les bonnes actions à ce niveau-là. Mettre les soupapes de sécurité. Voilà, c'est ça. Donc une fois que je m'étais assurée que en fait tout était positif, hein, franchement, les résultats étaient bons. Au niveau de mes charges, je maintenais et je maîtrisais les coûts. Enfin, donc là, je me suis dit, ok, VG Daily, ça a super bien démarré. Ça a été vite, ça a bien marché. Mes objectifs dépassent mes espérances, en fait. La réalité dépasse mes espérances. Maintenant, il serait temps aussi de savoir où est-ce que je vais aller avec cette entreprise, quoi. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie d'apporter la pâtisserie végétale sur un peu, au plus grand nombre, quoi. Vraiment de rendre accessible cet art culinaire au plus de personnes possible, que ce soit en Guadeloupe et voire à l'extérieur de la Guadeloupe. Et du coup, là, voilà, je me suis dit, pourquoi attendre, en fait? Pourquoi attendre avant de se développer et monter un nouveau point de vente, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches pour la deuxième boutique. Et si aujourd'hui j'ai pu annoncer l'ouverture prochaine au Moule, c'est grâce à cette phase de réflexion pendant le confinement, ouais. Eh ben, tu seras la première à dire merci le confinement. C'est clair. C'est clair. Non, c'est... Voilà, donc plein de bonnes choses en sont sorties. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours et notamment sur le fait que tu as d'abord commencé par des études en sciences politiques avant de créer ta pâtisserie. Alors, comment est vraiment née ta passion pour la pâtisserie? Donc, Sciences Po, pâtisserie végane, c'est un peu le grand écart. C'est sûr. Donc, en fait, ma passion pour la pâtisserie, elle est très ancienne. Elle a commencé quand j'étais pré-ado, en fait. Hein, et à la maison, c'était un peu moi la reine des desserts. C'est moi qui étais chargée de faire le sucré. Parce que j'aimais beaucoup ça. Hein, personne... c'est pas mes parents qui me le demandaient spécialement, mais comme ma mère elle est pas gâteau, elle en faisait très peu. Elle est super bonne cuisinière par contre. Mais moi, voilà, je suis quand même gourmande. J'ai un palais plutôt sucré et j'étais frustrée de ne pas avoir de gâteau à la maison, quoi, des bons gâteaux faits maison. Et j'ai commencé à acheter des livres de recettes, à regarder ce qui se faisait sur Internet. Et puis, j'ai commencé comme ça à la maison à faire mes recettes moi-même.
et puis ça plaisait à la famille parce que tout le monde se régalait. Et, et de fil en aiguille, quand il a fallu décider de son orientation après le collège, sur quelle filière je voulais intégrer, est-ce que je voulais aller en filière générale, est-ce que je voulais faire une filière professionnelle. À cette époque-là, donc j'avais 13-14 ans. Oui. Moi, je me voyais faire que de la pâtisserie, je me voyais pas faire autre chose. Voilà, c'est ce qui me plaisait. Je trouvais que c'était un métier qui me correspondait bien. J'avais fait un peu le tour de la question. Et j'ai dit à mes parents, moi, je vais aller au lycée hôtelier. En plus, j'habitais au Gosier, le lycée hôtelier était tout nouveau. Flambant neuf. Juste quelques années. Voilà, donc juste à côté de chez moi, je me suis dit, c'est super, je vais aller au lycée hôtelier. Et je vais me former à la pâtisserie. Sauf que j'ai deux parents fonctionnaires. Deux parents fonctionnaires qui n'ont aucun lien avec le milieu artisanal, le milieu entrepreneurial. Il n'était pas question à l'époque quand même de monter mon entreprise. Mon imagination n'avait pas été jusque-là, mais simplement de faire un métier manuel en fait. Et pour eux, c'était pas assez bien pour moi. C'était en dessous de mes capacités, en dessous de ce que je pouvais atteindre en termes de potentiel. Parce qu'eux, ils espéraient plutôt me voir faire un bac général et intégrer ensuite une grande école. En même temps, ils étaient appuyés par mes professeurs, puisque j'avais de très bonnes notes, tous mes bulletins étaient bons et les professeurs, dès qu'ils avaient devant eux une bonne élève, ils recommandaient tout de suite le général, quoi. Le professionnel, pour eux, c'était pour ceux qui n'avaient pas de bons résultats, quoi. Vu que tout le monde était contre moi, voilà, j'avais 14 ans, j'habitais encore chez les parents, j'avais pas l'esprit assez rebelle pour dire non, je n'irai pas au lycée général. Donc et puis à cet âge-là, on pense toujours que les parents doivent certainement savoir ce qui est le mieux pour nous, quoi. Donc on finit par les écouter en se disant ils doivent mieux connaître le milieu professionnel et mieux savoir dans quelle voie on devrait s'orienter. Donc, j'ai fini par écouter leurs conseils. D'accord. Et comment justement au cours de tes études, tu as dit basta, je vais suivre ma voie. Alors là, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Alors en fait, j'ai eu des études très épanouissantes. Hein. Une fois que je suis rentrée en général, la pâtisserie, j'ai dû mettre de côté parce que je pouvais pas vivre avec des remords ou des regrets. Donc je me suis dit j'ai pris un autre chemin. Maintenant, il faut aller au bout de cette voie et on verra où est-ce que ça me mène en fait. D'accord. Mais jamais, c'est vrai que ma frustration quand j'étais étudiante, c'est que j'avais jamais du coup d'idée claire de ce que je voulais faire comme métier après mes études. C'est ça. J'arrivais pas à me projeter. Et en fait, c'est un petit peu, je dirais, moi, ce que j'estime le problème un petit peu du système français, on fait des études d'histoire, de Sciences Po, mais c'est pas un métier. Et en fait, c'est quand on est dedans qu'on se dit, en fait, quel métier je veux faire. C'est ça. Donc, je choisissais mes études en fonction des matières qui m'intéressaient, de ce que j'avais,
de ce pourquoi j'étais le plus attirée, où j'avais envie d'assouvir, voilà, un besoin de connaissance, etc. Et puis bon, j'avais l'exemple de mon père qui était cadre dans la fonction publique. Il était gestionnaire en fait au collège du Lamentin. Donc il travaillait à l'Éducation nationale et il avait toujours vanté les avantages de son métier où en fait il avait des vacances, il avait des responsabilités, mais en même temps il se gérait lui-même, qu'il servait l'intérêt public et voilà, il avait l'air de quelqu'un d'épanoui. Il avait trouvé sa voie. Et voilà. Et du coup, bon, j'avais cet exemple-là. Je me suis dit, ça serait certainement aussi là où je vais atterrir. Je trouverais bien un poste de cadre dans la fonction publique, en administration ou autre. Et voilà, alors au début, j'avais des domaines précis où je voulais travailler. Il y a eu toute une période où je voulais travailler pour la coopération régionale caribéenne. Ça, c'est le must, ouais. Du coup, c'est pour ça qu'à Sciences Po, j'ai intégré une filière France-Caraïbes où on avait vraiment aussi tout un pan de notre programme qui était ciblé sur les études caribéennes et avec 2 ans de mobilité, une année en Martinique, une année en Jamaïque. Donc franchement, j'ai jamaïcain. Voilà, exactement. D'où les pâtisses jamaïcains, d'où le banana bread que j'ai découvert là-bas quand j'étais étudiante. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, c'est quand j'étais en Jamaïque, donc c'était mon avant-dernière année. J'étais en 4e année, donc en master. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des envies d'entreprendre. Là-bas, j'ai découvert une passion folle pour la cuisine jamaïcaine et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'existe pas de restaurant jamaïcain en Guadeloupe, que personne ne connaît cette cuisine, etc. Et j'ai eu envie. Il n'y a rien de meilleur. Ouais, voilà. Voilà, et j'ai eu envie, en fait, à ce moment-là, de monter un resto jamaïcain en Guadeloupe. Voilà, donc ça, je crois bien que c'était mon premier projet entrepreneurial. Voilà, parce que pendant mes études, voilà, toujours cette difficulté à me projeter vers un métier faisait que moi je voulais quelque chose de plus concret et puis j'avais envie aussi d'apporter quelque chose de nouveau. J'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau à la Guadeloupe et du coup j'avais ces idées là qui me venaient. J'ai fait un stage, j'ai même pendant mes études là-bas, j'ai été stagiaire dans un restaurant jamaïcain. Un restaurant qui était sur le campus et tout, ça s'est super bien passé et voilà, et j'ai dit au chef, bon j'espère que dans 2 ou 3 ans, je t'enverrai des photos de mon restaurant jamaïcain. Et du coup, voilà. Bon, après, cette idée-là, je sais plus pourquoi je l'ai abandonnée. C'était pas encore le cœur de ce que tu voulais faire. Mais justement, alors, tu as fait un certain nombre d'années d'études à Sciences Po. Est-ce que ça a été facile de faire cette transition pour dire, bon, j'ai un certain bagage dans un domaine, vivre ma passion et en fait presque recommencer à zéro dans un univers que bon j'aime passionnément, mais la réalité du
on n'a pas beaucoup d'idées, quoi. Ouais, c'est clair que c'est un gros défi, ça remet tout en question, mais je refusais en fait de me laisser enfermer par mon passé en fait. Je voulais pas que parce que j'ai fait Sciences Po, parce que j'ai fait 7 ans d'études quand même, parce qu'il y a eu 2 ans de classe prépa, plus 5 ans en master, parce qu'il y a eu ce choix-là, voilà, dans le passé, que j'avais plus de contrôle sur mon avenir en fait, et je trouvais ça vraiment insupportable. Je me suis dit Ouais, mais on a le droit de changer d'avis, on a le droit de se voilà. redécouvrir. Et j'ai commencé aussi, et là je dois beaucoup à mon compagnon pour ça. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel, à, voilà, à écouter des livres audio aussi super inspirants. Euh, voilà, à découvrir en fait que Ouais. j'avais une voix Apprendre à intérieure, que je s'écouter, n'étais quoi. pas seulement le produit de la société, mais que avant tout, j'avais une essence et que c'était ça qui devait être la priorité dans mon chemin et dans ma destinée, quoi. Donc j'ai commencé à m'écouter de plus en plus. Le fait de devenir végane, ça a été aussi un grand cap parce que là j'ai réussi. C'était aussi un défi parce que je connaissais personne qui était végane dans mon entourage. Mhm. Je- Surtout que, comment dirais-je, ici, c'est... Ouais, Voilà, donc arrêter la viande, le poisson, tous les produits d'origine animale comme ça, alors que c'était complètement à l'opposé de tout ce que je voyais autour de moi, en fait. Mes parents ne m'avaient pas éduquée comme ça. Je te dis, je connaissais personne de vegan en le devenant. Et, euh, et le fait de quand même persister, parce que je sentais au fond de moi que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Je sentais au fond de moi que, en fait, je- peu importe ce que j'entendais autour de moi, on a besoin de manger de la viande pour être en bonne santé, tu vas t'affaiblir, c'est quoi ces histoires, tout le monde, enfin voilà, c'est ça, c'est un peu ça, mais qu'est-ce que tu racontes, ça va te sortir de la tête, enfin bref, enfin, tout le monde trouvait tu vas pas tenir un mois. voilà, tout le monde trouvait ça absurde, mais qu'est-ce qui prend à Laurence, quoi? Elle devient folle. Et du coup, mais j'ai tenu bon parce que ça venait vraiment du cœur, ça venait de ce que je Voilà. ressentais au fond de moi. Enfin, j'avais voilà, Et une tu as grande même créé un passion. concept autour de ça. Voilà. Et, euh, Ouais. et du coup, ça a participé à mon bien-être, à ce que je me sente en alignement avec moi-même. Et le fait, voilà, de m'être imposé là-dessus, je me suis dit, mais finalement, c'est comme ça que je devrais fonctionner pour tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire, c'est moi d'abord et les autres après, quoi. Exact. Ah, justement, dans cette perspective, on parle de crise et maintenant tu as bien dit que tu as écouté beaucoup de livres, Mhm. développement personnel. Tu vas d'ailleurs ouvrir maintenant, tu t'écoutes tellement que tu vas ouvrir un deuxième point de vente. Quel conseil peux-tu partager avec celles qui veulent créer une entreprise, compte tenu du contexte? Comment elles doivent faire? Si tu as un seul conseil à partager avec elles, ce serait lequel? Alors, oula, un conseil à choisir, c'est pas évident. Ben, je pense que je continue un peu sur le sujet de l'écoute de soi, hein. C'est vraiment suivre son instinct au maximum et avoir confiance en soi, avoir confiance en soi. C'est-à-dire croire en soi, croire en ses capacités. Une fois qu'on a compris ce qu'on voulait dans la vie, une fois qu'on a compris, voilà,
quels étaient nos points forts, qu'est-ce qu'on pouvait apporter, qu'est-ce qu'on avait envie de réaliser. Une fois qu'on a compris ça, il faut y croire, quoi. Il faut croire que maintenant, nos rêves sont réalisables. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, je pense. C'est vraiment la confiance en soi. Quand on entreprend. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, qui ont les cartes en main, hein, vraiment, hein, quand on regarde bien. Et parfois, c'est un petit chouïa de confiance en soi qui fait la différence. Exactement, c'est vraiment ça, ça se trouve dans la tête. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le projet VGDIS, je n'avais pas une très grande confiance en moi. Vraiment, j'avais un gros complexe sur l'expression orale. J'étais quelqu'un qui osait pas. Franchement, ça s'entend pas et ça. Mais heureusement, voilà, je suis libérée de ça aujourd'hui et ça fait du bien. Mais j'étais quelqu'un, voilà, qui est très réservée, très discrète. J'osais pas trop donner des fois mon avis dans des débats parce que j'avais toujours peur de ce que les autres allaient penser de mes propos. En fait, j'avais un peu cette pression d'être sortie de Sciences Po. J'avais l'impression que je devais renvoyer une image de femme intelligente. De femmes de Sciences Po avec introduction, thèse. C'est ridicule, hein, c'est ridicule, mais je croyais que quand je m'exprimais, mes mots n'étaient pas bien choisis, ne reflétaient pas voilà. toutes les études de voilà. Et du coup, je m'auto-censurais. Enfin, c'est complètement nul, hein, de faire ça. Mais bon, c'est un blocage. Ça fait partie des choses que tu as su surmonter. Que j'ai su surmonter. Et d'ailleurs, le déclic pour dépasser cette peur-là, c'est quand j'ai été reçue pour ma première interview radio à Guadeloupe Première. C'était l'une de mes pires angoisses pendant des mois quand je travaillais sur le projet. Je me suis dit, le jour où il y a une journaliste qui va m'inviter à parler à la radio ou à la télé, je sais pas comment je vais faire, je vais être stressée à fond. La fille s'est stressée pendant 6 mois. Ouais, mais je te jure, j'avançais, mais j'avais cette peur-là au fond de ma tête le jour où je vais devoir parler pour les médias. Et finalement, écoute, la veille au soir, j'ai joué une pièce au théâtre. Je m'étais forcée à aller au théâtre pour justement travailler sur mes peurs, etc. On a joué la pièce de fin d'année la veille au soir. J'ai assuré, j'étais trop contente. J'avais toute cette boule d'adrénaline d'avoir pu monter sur scène devant un public et d'avoir joué ma pièce. Et le lendemain matin, je suis allée au rendez-vous en mode allez, ça va le faire, quoi. Une pièce de théâtre. Oui. Je suis allée en mode allez, Laurence, regarde hier, ça s'est super bien passé. Et tu en es ressortie fière. Là, c'est même moins impressionnant parce qu'il y aura personne en face de toi. Tu seras juste dans le studio avec la journaliste. Alors finalement, à quoi bon avoir peur? Voilà. Alors je suis allée en mode relâché, décontracté. Bon, bien sûr, il y avait quand même le stress. Hein, il y avait le stress, mais j'avais acquis déjà un autre niveau de confiance. Et l'interview c'est très bien passé. Et quand je suis sortie de là-bas, voilà, là ça y est, le compteur était débloqué et je pouvais enfin m'exprimer et continuer à avancer sereinement, quoi. Donc, ouais, génial. Alors, on a parlé tout à l'heure justement de l'importance quand tu as décidé d'être végane. Aujourd'hui, les chiffres sont tels
que on sait que 2,5 de la population française est végane. En termes, le marché vegan représente à peu près 380 millions d'euros de chiffre d'affaires et on peut y voir une croissance de plus de 60% d'ici 2021. Donc, c'est un marché qui a toute son importance et qui ne va faire que croître. Quand on parle maintenant de VG Délices, comment tu fais pour assurer, tu parlais des coûts, des marges, comment tu arrives à toujours avoir de la matière première? Parce que ce n'est pas évident. Je pense que les gens ne savent pas. Je parle en connaissance de cause puisque je suis sans gluten. Et justement, quand on élimine tous les produits, etc., pour arriver à des produits de qualité, comment dire que ce n'est pas évident? C'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, ma question, c'est comment arrives-tu à rester dans des chiffres, des propositions qui sont abordables pour la population et en même temps, toi, avoir une rentabilité parce que ce n'est pas évident, encore une fois, d'avoir des produits de qualité et le plus important, qui représente quand même les codes des produits normaux. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'est beaucoup d'arbitrage au moment de la composition, en fait, l'élaboration des recettes sur quels ingrédients je vais privilégier. Parce que c'est vrai qu'en pâtisserie végétale, par exemple, le tofu soyeux, par exemple, c'est une des alternatives possibles à l'œuf. Sauf que le tofu soyeux, ça coûte très cher. C'est quelque chose qu'on trouve en petite barquette de 400 grammes dans les magasins bio. Il était impossible pour moi d'être rentable en utilisant du tofu soyeux. Donc, il a fallu que je privilégie les alternatives qui soient le plus accessibles possible localement, qui existent en gros volume, pour pas avoir trop de difficultés d'approvisionnement. Et du coup, choisir des produits qui sont assez courants. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans mes recettes, il y a très peu de produits qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, rien que la fécule de maïs, bon, c'est vrai qu'elle est très peu quand même utilisée dans le milieu professionnel, mais c'est quand même un produit assez courant que tout le monde connaît. La fécule de maïs me sert énormément. Non, mais la fécule de maïs et la fécule de pomme de terre, je crois que lorsqu'on est justement dans cet univers-là, c'est nos amis, nos meilleurs amis. Ça, exactement. Après, mais quand même pour de la fécule de maïs, qui est quelque chose que tout le monde achète et que tout le monde a chez soi, j'ai eu des soucis pour trouver des gros volumes. Parce que à part les paquets de maïzena, les fournisseurs professionnels pour le secteur boulangerie-pâtisserie en Guadeloupe ne vendent pas de sachets en gros en fécule de maïs. Parce que c'est pas utilisé dans la pâtisserie traditionnelle en fait. D'accord. Donc, il a fallu que je fasse toute une recherche sur où je pouvais me fournir avec les bons conditionnements, au bon prix, etc. Et pour reprendre l'exemple de la fécule de maïs, j'ai été obligée de faire appel à un grossiste bio en métropole qui vend des sacs de 25 kilos, ce que je trouve pas en Guadeloupe, et du coup de faire importer en Guadeloupe. Donc après
ça permettait aussi de faire d'une pierre deux coups parce que de toutes les manières, j'essaye de privilégier un maximum de bio en fait dans mes matières premières. Donc, il y a beaucoup de choses que j'importe des grossistes de métropole. Ça me permet d'avoir des choses que je ne retrouve pas ici, de maîtriser les coûts parce que vu que ce sont des gros volumes, je fais des économies d'échelle. Après, les frais de transport font vraiment grimper la note. Vraiment, c'est impressionnant. L'import, c'est très très cher. Je dois rajouter en fait 35% du prix de la marchandise pour voilà, en termes de frais de transport. Donc voilà, une marchandise qui coûterait 1 euro chez le fournisseur là-bas me revient au final arrivé en Guadeloupe à 1,35. Donc quand même, ça fait une grosse différence. Mais quand même, ce choix d'utiliser des produits finalement qui n'ont pas un coût très excessif parce qu'ils existent en gros, qui sont plutôt courants, me permet finalement d'avoir des recettes avec un coût de revient voilà, supportable pour l'entreprise. Et puis, bien sûr, j'utilise autant que possible aussi des produits locaux que je peux trouver sur place qui répondent à mes critères qualité et qui sont aussi abordables. Par exemple, la banane, c'est une alternative géniale aussi dans les gâteaux et pour le coup, je peux en avoir toute l'année pour pas cher. C'est vraiment beaucoup de contraintes à gérer au niveau des approvisionnements. Il faut sans cesse faire des comparatifs, sans cesse voilà, examiner les prix. Mais je pense avoir trouvé la bonne formule. Donc, voilà. Alors justement, combien de temps te prend entre l'idée d'une pâtisserie et le moment où c'est au sein de ton atelier? Combien de temps de recherche as-tu pour le temps de trouver le bon dosage? Ça dépend. Ça dépend. Bon, alors je prends un exemple récent. J'ai sorti un nouveau gâteau, là, ça doit faire 10 jours, qui s'appelle le Trinidad. C'est un gâteau, voilà, saveur chocolat caramel avec un biscuit noisette croustillant en base et une mousse chocolat avec un cœur caramel plus un... Tu sais que je n'ai pas de dessert, hein, donc tu n'es pas obligée d'être précise. Mais il faut quand même que les auditeurs comprennent. Donc, avec une petite sauce glaçage. Donc, là, ça a été assez long quand même parce que j'ai fait plusieurs tests, mais qui ne me satisfaisaient pas. Du coup, entre déjà voilà, réaliser la mousse au chocolat avec une bonne tenue. Après, trouver aussi le biscuit qui est la bonne texture. La bonne consistance. Voilà, faire le caramel coulant, enfin, qui soit voilà, qui soit satisfaisant en goût, mais aussi en tenue. Ensuite, le glaçage. Donc tout ça, c'est là, j'ai dit biscuit, glaçage, mousse chocolat, caramel. On a déjà au moins 4 préparations différentes. Et le temps de faire en sorte que le tout soit harmonieux. Voilà, exactement. Donc, il faut tester les 4, s'assurer que au moins séparément déjà, elles soient bonnes. Et ensuite, tester le montage pour voir qu'est-ce qui serait le plus joli en termes de rendu et aussi en termes de mariage des saveurs. Des saveurs, voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Voilà, donc
Après c'est ce qui rend aussi le métier passionnant, hein. C'est qu'on a vraiment l'impression d'être. Donc, ça t'a pris combien de temps à peu près, tu as dit, pour le Trinidad? Ben du coup, j'ai dû travailler dessus 2-3 semaines. D'accord, 2-3 quand même. semaines, ouais. En gros, un bon mois pour dire que tu es satisfaite. Voilà. Donc, D'accord. Ok. Alors, sur les photos sur ton réseau Instagram, on voit que ta famille est très présente. ouais. Quelles sont les valeurs justement que tes parents t'ont transmises et qui te permettent aujourd'hui d'arriver à ce niveau de succès avec VG Délices? C'est vrai que je suis très reconnaissante pour toute la rigueur qu'ils m'ont apportée en fait. En même temps, bon, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'ils ont été exigeants et ils ont toujours mis le travail, tu vois, au centre aussi des priorités, tu vois. Le travail, la réussite, ça a été des valeurs qui m'ont transmises depuis très jeune. Ce qui fait que moi-même, j'ai un niveau d'exigence très poussé envers moi-même en fait. Et je disais c'est à double tranchant parce qu'en même temps, ça met une grosse pression. C'est-à-dire qu'on ne veut pas échouer, on refuse d'échouer et ça peut nous brider parce qu'on peut avoir peur de ne pas faire les choses comme il faut en fait. Et moi qui ai cette recherche d'excellence, alors bien sûr, ça a été un gros atout pour VG Délices parce que j'ai toujours cherché à faire du mieux que possible dans tous les domaines, à toutes les phases du projet. En même temps, j'ai dû apprendre aussi, là encore on revient sur le développement personnel, j'ai dû apprendre aussi à être plus indulgente avec moi-même. Voilà. Et à accepter les choses telles qu'elles sont Exactement, et perfectionner par la suite. Et quand j'ai eu une grosse prise de conscience à un moment qui m'a fait énormément de bien, j'ai un peu cassé cette pression que je me mettais et ça m'a permis finalement d'être plus libre dans mes actions parce que je ne voulais pas forcément faire les choses de manière parfaite. Je voulais juste essayer de réaliser mes objectifs, de faire du mieux que possible et je ne me j'avais pas cette petite voix le petit diable là qui dans la tête qui nous empêche de nous lancer, d'essayer, de tenter, etc. J'ai réussi à taire cette voix et c'est vrai que ça a été très 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 bénéfique parce que finalement quand on regarde bien, j'ai ouvert une pâtisserie alors que j'avais jamais travaillé en pâtisserie avant quoi. J'avais même pas été salariée dans une pâtisserie. Donc n'importe qui aurait pu se dire oui mais en fait j'ai aucune légitimité. Mais je n'ai pas les fondations pour avancer dans ce secteur. Voilà, j'ai pas les fondations, je n'ai pas assez de compétences, etc. Mais à ce niveau-là, j'avais une forte motivation parce que j'avais la niaque et je voulais vraiment aussi faire passer un message à travers VG Délices. C'était aussi toutes mes valeurs qui étaient concentrées dans ce projet et je me suis dit tu vois, j'ai commencé à organiser des dégustations et je voyais que ça plaisait au final. Je me suis dit que, ok, c'est pas parce que j'ai pas 10 ans d'expérience dans le métier que je ne peux pas faire quelque chose de bien. Et du coup, j'y suis allée au culot et j'ai bien fait parce que ça Tu fais confiance. Voilà, exactement, la confiance, c'est ça. Alors aujourd'hui, tu es à la veille,
en termes de quelques mois quand même, de ta deuxième pâtisserie. Tu as été la finaliste régionale de Be Boss, Be Entrepreneur. Est-ce que tout ça correspond, et puis tu vas bientôt être maman, est-ce que ça correspond à la définition que tu as du succès? Ah ouais, non mais là, là ça y est, je me sens dedans. Non mais vraiment, c'est incroyable de d'avoir trouvé sa voie en fait. C'est pas un succès dans le sens où j'ai un gros salaire, etc. C'est pas ça, c'est plutôt un succès dans le sens où je me sens vraiment bien tous les jours dans ma peau, quoi, et où la vie devient un jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir peur, on arrête de se faire du mauvais sang pour rien, on prend les choses du bon côté parce qu'on a déjà traversé des épreuves qui finalement nous ont montré qu'on pouvait réaliser plein de choses. Et le fait d'exploiter son potentiel créateur, en fait, c'est ça qui rend heureux. C'est vraiment ça. Et là, je le sens avec la deuxième boutique qui est en préparation. Le bonheur, il vient du fait que par cette deuxième boutique, je crée encore autre chose. C'est des idées qui sortent de la tête et qui se concrétisent dans le monde physique. C'est vraiment ça qui est beau, en fait. On arrive à prendre sa place. On arrive à prendre sa place sur cette terre parce qu'on sent qu'on apporte du changement, que finalement on contribue à l'évolution de la société, même si c'est une goutte d'eau. Moi, c'est de là que je tire mon bonheur, en fait. C'est vraiment me sentir. Alors, vu tes followers, je pense pas que ce soit une goutte d'eau, hein, parce que les bols, les gâteaux, Mais bon, à l'échelle, à l'échelle du monde, c'est pas grand-chose. Mais à l'échelle de la Guadeloupe, c'est déjà génial. Voilà, c'est déjà super, effectivement. Avoir cet impact-là, c'est vraiment ce qui me rend heureuse aujourd'hui. C'est vraiment, je sais que quand les clients ils viennent chez moi, ils sont ravis parce que ils ont enfin accès à des produits qu'ils ne trouvaient pas avant. Et c'est moi qui ai amené ça. Donc ça, c'est formidable. Voir le sourire, le sourire et puis les yeux qui pétillent devant de nouvelles pâtisseries. Voilà, quoi, ça doit être génial. Voilà. Et maintenant, quand je pense à l'avenir, je vois que du plus, quoi. Je me dis que, bon, bien sûr, faut quand même rester prudent dans le sens où voilà, tout peut arriver quand on est chef d'entreprise. Enfin, on le voit avec le Covid. Mais en même temps, je me laisse pas vraiment intimider par ce genre de choses parce que voilà, je garde confiance. Non, à ce moment-là, on n'avance plus du tout, hein. Voilà, c'est ça. Et moi, quand je m'écoute, j'ai juste envie d'aller de l'avant, quoi. J'ai pas envie de me freiner. Et je veux juste continuer à progresser. Donc maintenant, je sais que je sais de quoi je suis capable, je sais que je peux ouvrir de nouvelles portes, que je peux réaliser de nouveaux projets, voire plus grands. Et voilà, donc on y va, quoi. Quel message veux-tu transmettre grâce à ton parcours? J'aimerais simplement souhaiter à chacun de trouver sa place, trouver sa voie, parce que c'est la clé du bonheur, en fait. Il faut pas se bloquer en fonction de voilà ce que nous dit notre entourage, ce que la société perçoit comme
un modèle de réussite. Enfin, moi, si j'ai fait des grandes études, c'est parce que je pensais que réussir, au final, c'était avoir un master et être cadre dans la fonction publique. Mais je me serais ennuyée, en fait. Je me serais trop ennuyée. Et d'ailleurs, j'ai travaillé 1 an et demi dans la fonction publique parce que je voulais quand même expérimenter ce que c'était. Et j'avais fait 6 mois et là, je me suis dit, mais non, il faut que je trouve autre chose. Je peux pas rester Ça ne là. correspondait pas à ta personnalité. Ça ne me correspondait pas. Donc, si vous êtes à une place qui vous correspond pas, faites tout pour en sortir, quoi, parce que la vie est trop courte et tout le monde a le droit d'expérimenter, voilà, une vie en alignement, quoi. Une vie en étant en alignement avec soi et c'est hyper important. Donc, soyez audacieux, soyez courageux. C'est pas facile au quotidien, mais tout le monde peut le faire. Exact. Mais nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Nous allons passer maintenant aux questions sucrées pour toi. Ok. Il faudra simplement que tu répondes à la première chose qui te passe à l'esprit. D'accord, ok. Alors, première question. Quel conseil donnerais-tu à la jeune Laurence de 16 ans? Ben, arrête de te focaliser sur ce que pensent les autres de toi, quoi. Ouais. Le jugement des autres. Laisse parler les gens. Voilà, exactement. Deuxième question. Quand tu entends le mot succès, à quelle femme penses-tu et pourquoi? Alors, c'est difficile de tirer des noms, en fait. J'ai beaucoup écouté des podcasts de femmes entrepreneurs. D'ailleurs, ben, je te félicite pour ton initiative parce que je trouve que les podcasts, c'est un outil très inspirant. Et pendant ma phase de création, quand j'allais au bureau, ben, en fait, sur la route, j'étais tout le temps branchée au podcast, notamment un podcast qui s'appelle Génération XX, qui est diffusé, voilà. Bah, les enregistrements se passent à Paris, etc. Et elle fait passer beaucoup de témoignages différents. Du coup, bon, j'ai pas les noms en tête. C'est surtout les histoires qui me marquent. D'accord. Des histoires en fait de femmes qu'on croise dans notre vie de tous les jours, qui ont juste osé, qui ont voilà, qui ont fait à leur manière et qui ont réussi à trouver leur voie et ça c'est voilà, je trouve que ce sont de beaux exemples. Exact. Troisième question. Si tu devais écrire un livre sur les femmes et le succès, quel en serait le titre? Franchement, je sais qu'en tant que femme, on a une énergie très puissante à créer. Franchement, je le ressens. Je pense à cette énergie, Femme, énergie créatrice. Voilà. Énergie créatrice, c'est ça. Ouais, exact. Et dernière question, si tu avais la possibilité de passer une journée avec une femme entrepreneur qui soit connue de ton secteur, hein, pâtisserie, laquelle? Ce serait laquelle? Alors, j'ai envie de dire Fabienne Youyout, parce qu'elle a un parcours exceptionnel et que son travail est vraiment admiratif. Après, c'est vrai que, bon, on a cette différence dans notre manière de travailler où elle est en pâtisserie traditionnelle et moi en pâtisserie végétale.
Mais bon, malgré tout, je pense que ça doit être quelqu'un de très inspirant, qui en plus, c'est un exemple local, qui a été jusqu'au sommet, jusqu'à recevoir le titre de meilleur artisan. Donc je pense, voilà, c'est ça. Donc je pense que échanger avec elle serait vraiment une belle expérience. Et un appel est lancé. oui, voilà. J'ai jamais, effectivement, j'ai pas eu l'occasion de la croiser ou de me présenter, mais un de ces quatre, pourquoi pas, voilà. Alors, on connaît déjà le prochain projet de VG Délices avec ton deuxième point de vente. Comment on peut te soutenir dans ce projet et puis comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, le plus important, c'est de profuser un peu tout ce qui se passe au niveau des actualités. Donc, partager les publications sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir aussi découvrir nos produits, à venir consommer à Jarry et à du coup partager vos moments de dégustation sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Voilà, parler de végétalisme autour de vous, tout simplement. Ça peut être aussi du simple bouche à oreille, mais ça a beaucoup d'impact. Et puis continuer à m'envoyer des bonnes énergies parce que c'est aussi très puissant, tous les messages que je reçois, tous les encouragements, ça booste énormément. Donc continuer à nous soutenir et à nous suivre. Voilà. Impeccable. Nous te remercions beaucoup, Laurence, pour Merci beaucoup. accorder ce temps avec nous et puis d'avoir partagé sur ton parcours qui a été très... en fait, toujours empreint de pâtisserie, de cuisine. Oui. Même lorsque tu étais étudiante. Mais bon, mais tu sais, j'ai pensé aussi à créer dans la mode, à créer dans l'industrie. Mais en fait, c'est ça. Après, peut-être qu'il y aura une ligne spéciale VG Délices avec du coton bio, que des produits végétaux. Hein. Voilà, donc ouais, en fait tout ce qui touche la consommation responsable me parle. Donc, voilà. Donc on sait vers quoi tu te lances dans bientôt, hein, dans quelques temps. Ben oui, il y aura des surprises. Écoute, merci beaucoup et puis on se dit à bientôt. À bientôt, merci Claudia, au revoir. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres parcours inspirants de femmes entrepreneurs talentueuses, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, souscrivez à Succès Made in Femme sur toutes les plateformes de podcast. Souscrivez également à la chaîne YouTube et rejoignez-nous sur la page Facebook et Instagram de Succès Made in Femme.